Bonjour à tous, merci de tous ces propos introductifs que je vais essayer d'illustrer par un état des lieux rapide de comment nous avons transformé l'essai de la transformation de l'offre à destination des personnes en situation de handicap en Grand Est. Sur la diapositive suivante, je rappelle juste que l'ARS a une action résolue avec ses partenaires en déclinaison d'orientation nationale. L'ensemble des grands cadres ou des visions qui vous ont été dressées par M. Jumel, par Mme Magnan, par M. Remet, par Mme Boursier, s'incarne dans un certain nombre de documents cadres au niveau national ou de politiques cadres, issus notamment des conférences nationales ou des comités interministériels du handicap, une stratégie qui est fondatrice aussi pour nous dans l'action que nous avons menée, qui est la stratégie quinquennale d'évolution et de transformation de l'offre médico-sociale à destination des personnes en situation de handicap, et à noter également la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et tous ces éléments-là, nous les avons métabolisés dans notre projet régional de santé, dont le schéma régional de santé à 5 ans comprend un programme prioritaire autour du parcours des personnes en situation de handicap, intégrant les notions de coordination, de recherche de solutions modulables, l'aspect scolarisation extrêmement précis, enfin ciblé également dans ce parcours, l'expertise des aidants qui doit être soutenue et tous les aspects d'évolution de l'offre vers des dispositifs ou vers des places adaptées au parcours des personnes. Alors, les grands objectifs, ils ont été très largement rappelés pour nous, et c'est des éléments que nous avons en tête en permanence lorsque nous discutons avec les organismes gestionnaires et avec la représentation des personnes en situation de handicap sur la manière de faire évoluer les choses. On est bien sur la recherche de la prévention de l'absence ou de l'inadéquation des solutions, sur le développement des réponses inclusives, le droit commun autant que possible, le droit spécialisé autant que nécessaire, la consolidation des organisations territoriales intégrées au service de la fluidité des parcours. Une petite digression par rapport à ça, mais ces enjeux-là nous challengent également, nous, Agence régionale de santé, conseils départementaux, sur la façon de nous intégrer, d'intégrer nos actions en soutien de cette organisation territoriale, améliorer en continu la qualité des accompagnements et intégrer la place croissante de l'autodétermination. Alors, du coup, en termes de résultats, je vais vous les présenter sous 3 angles de vue. Le développement des réponses inclusives, ce que nous avons pu mener à bien, ce que vous avez pu mener à bien d'ailleurs depuis plusieurs années, la structuration de réponses graduées et diversifiées et le soutien à l'évolution des pratiques. Alors, sur le premier axe, qui est le développement des réponses inclusives, un premier focus majeur, et les interlocuteurs précédents l'ont rappelé, sur le sujet de l'école inclusive. On sait qu'une société se construit notamment à partir du plus jeune âge et de l'école. Monsieur Remet a salué la bonne collaboration que l'ARS a avec les 3 rectorats de notre région, collaboration qui s'incarne dans une feuille de route commune correspondant à l'engagement qui est porté au plus haut niveau par Madame Cluzel et Monsieur Blanquer en vue de cette école inclusive, et avec des axes de travail importants, dont la transformation de l'offre médico-sociale, le soutien à une scolarisation en milieu ordinaire. Alors, comment ça se concrétise ? D'abord par l'engagement des établissements médico-sociaux à externaliser leurs unités d'enseignement autant que possible, par également la couverture de l'ensemble de la région depuis la rentrée 2020 en équipe mobile d'appui à la scolarisation. Tous les départements sont couverts et ces équipes fonctionnent également en réseau régional, partagent leurs questionnements et leurs réflexions et sont souvent saluées dans leur rapport à ce soutien à la scolarisation. Nous avons également développé les places de CESAD, 162 nouvelles places en 2021 pour une file active d'environ 207 enfants, et 99 places seront également installées en 2022. Ces CESAD, on le sait, interviennent notamment dans le milieu scolaire et sont un soutien important à l'école inclusive. Et puis, je vous cite certains dispositifs spécifiques pour les enfants avec autisme ou troubles du neurodéveloppement, notamment le dispositif Reftascol, qui est une expérimentation déployée sur la Lorraine,
en lien avec l'éducation nationale, avec la mise à disposition de tablettes comprenant des logiciels pédagogiques et interactifs pour les enfants d'âge maternel et jusqu'au CP, qui sont bien en complète adéquation avec les programmes de l'éducation nationale, mais qui finalement créent des petites marches, les découpent pour adapter aux compétences des enfants et à une progressivité différente. Et voilà, 150 enfants vont pouvoir bénéficier de cette expérimentation sur 3 ans qui a été lancée l'année dernière. Sur les 2 diapositives suivantes, vous allez voir des cartes qui vous matérialisent les dispositifs en matière d'unité d'enseignement maternel pour enfants autistes. Vous voyez en vert les UEMA existantes, 20 UEMA qui accompagnent aujourd'hui environ 140 enfants, et puis les projets pour 2022 qui vont être déployés de façon à compléter la couverture de la région. La carte suivante est la même, mais concernant les unités d'enseignement élémentaire pour enfants autistes et les dispositifs d'autorégulation. Madame Magnan a cité une de ses visites dans notre région et le formidable effet soutenant de ces dispositifs dans la scolarisation des enfants ou des adolescents porteurs de troubles du spectre autistique. Voilà, aujourd'hui 5 UEA, SIDA et des projets également pour compléter le tissu en 2022. Et puis, mettre l'accent sur les nouveaux dispositifs inclusifs qui ont été cités. Dans notre région, les pôles de compétences et de prestations externalisées sont déployés. Nous disposons de 13 PCPE qui ont cet avantage d'agir en prévention des ruptures de parcours et de mobiliser des prestations, y compris du droit commun ou en milieu libéral, avec 2 PCPE spécifiques aux personnes avec troubles du spectre autistique et plus de 200 personnes accompagnées au total sur ces PCPE. Nous avons également soutenu le déploiement des dispositifs d'emploi accompagnés avec 12 dispositifs qui couvrent l'ensemble des départements et qui fonctionnent tellement bien dans leur écosystème qu'ils sont en cours de convergence sans trop de problématiques vers un fonctionnement en plateforme, l'ensemble de la région étant couvert. C'est un des gros succès de notre région, ce dispositif d'emploi accompagné, puisque en quelques années, nous sommes passés d'une cible de 100 personnes accompagnées en 2019 à 355 accompagnements qui auront lieu en 2022. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a trouvé son public et qui fonctionne. L'habitat inclusif, Madame Boursier notamment en a parlé, 42 dispositifs aujourd'hui soutenus pour les personnes en situation de handicap qui s'ajoutent à tous ceux que les conseils départementaux, leaders de cette thématique, soutenaient déjà, et plus de 400 personnes accompagnées avec une évolution engagée, Madame Boursier l'a bien cité, vers l'aide à la vie partagée. Et puis enfin, même si ce n'est pas de l'offre médico-sociale en tant que telle, mais voilà, vous soulignez que nous accordons une grande place au groupe d'entraide mutuelle. 68 GEM existent en Grand Est, dont 8 GEM spécifiques autisme, et nous continuons à augmenter ce pool. C'est vraiment les groupes d'entraide mutuelle, quelque chose qui est important pour aussi l'autodétermination, le lien social et l'expression des personnes. Voilà un peu pour ce premier focus rapide sur le développement des solutions, des dispositifs, des solutions inclusives. Un autre angle de vue est celui de la structuration de réponses graduées et diversifiées. Voilà, on a cet enjeu de réponses graduées, diversifiées et modulables, avec la généralisation du dispositif ITEP, qui est ce dispositif, ce fonctionnement qui permet d'accompagner le parcours des enfants concernés, de leur permettre de passer d'une modalité à l'autre de l'accompagnement en fonction de leurs besoins, en assouplissant toute la logistique administrative qui sous-tend ce parcours. Le déploiement de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement a aussi apporté sa part en termes de réponses graduées, diversifiées, modulables et de coordination des acteurs. Nous avons notamment couvert l'ensemble de la région par des plateformes de coordination et d'orientation pour enfants avec troubles du neurodéveloppement de 0 à 6 ans. Alors, toutes n'ont pas démarré au même moment et les dernières ont été reconnues en toute fin d'année dernière, de 2021. Mais voilà, c'est un outil important pour des parcours précoces, des interventions précoces et des parcours coordonnés
et la structuration de l'offre soutenue par ces plateformes. Structuration qui passe aussi par la consolidation des deuxième et troisième lignes de diagnostic, tant l'action des centres de ressources autisme, par exemple, ou l'action des équipes pluridisciplinaires de diagnostic autisme, tout ceci étant articulé. Et puis également, nous avons le développement de la fonction ressources qui était un des axes majeurs de la stratégie quinquennale de transformation de l'offre. Et nous en sommes aujourd'hui à 3 centres ressources mis en place dans le Grand Est, un centre de ressources sur le handicap psychique, un centre de ressources sur le polyhandicap. Et tout récemment, en 2021, c'est pour ça que vous n'avez pas encore de logo, parce que c'est vraiment très récent, je pense que les choses vont évoluer en termes de visibilité, mais nous avons pu identifier un centre ressources régional pour la vie affective, intime, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Nous avons également cité la problématique de la Belgique, puisque nous sommes une région particulièrement concernée par des départs non souhaités d'adultes vers la Belgique. Et donc, je voulais vous appeler votre attention sur l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2020 grâce au crédit que le niveau national a pu mobiliser dans les 3 régions les plus concernées, la nôtre, mais aussi l'Île-de-France et les Hauts-de-France, pour identifier de nouvelles solutions. Nous avons abordé véritablement cet appel à manifestation d'intérêt en appelant les porteurs de projets à mettre en avant des nouvelles solutions innovantes d'accompagnement, s'inscrivant dans les objectifs de diversification de réponses et de transformation de l'offre sur un territoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas que de créer des places, mais il s'agissait de porter des projets globaux dans lesquels ces places éventuelles s'intégraient dans une vision de la transformation de l'offre, en partant des besoins et des attentes des personnes et de leurs aidants et en favorisant l'inclusion et l'accès aux droits communs. Nous avons donc pu identifier 271 nouvelles solutions en termes de places, mais aussi en termes de dispositifs, avec des équipes mobiles notamment, qui se mettent en place entre 2020 et 2023, avec 33% de places en maison d'accueil spécialisée, 42% en femmes, puisque ce sont des orientations qui sont souvent prononcées pour les personnes concernées, mais aussi 25% de services, de façon à ce que tout ça s'articule bien et qu'on puisse proposer du modulable et du diversifié aux personnes concernées, qui sont principalement des publics avec déficience intellectuelle associée à des troubles du comportement et de la conduite, des personnes avec handicap psychique, avec troubles du spectre de l'autisme ou avec du polyhandicap. Et puis, est en cours le déploiement de plateformes d'accompagnement de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap. Les dossiers qui ont été déposés sont en cours de finalisation d'instruction pour que nous puissions commencer ce déploiement. Enfin, dernier angle de vue, la transformation de l'offre, elle passe certes par des moyens, mais elle passe aussi par l'évolution des pratiques, avec des enjeux majeurs que nous avons souhaité soutenir en termes de formation des professionnels ou de modalités de travail. Alors, la formation des professionnels, nous avons financé des formations pour plus de 300 professionnels en 2020 et 2021, malgré la crise. C'est une formation qui a eu beaucoup de succès sur l'accompagnement des personnes présentant des troubles du comportement ces personnes interpellant l'offre d'accompagnement et la bousculant et avait émergé le besoin de se solidifier par rapport à cette thématique et à cet accompagnement spécifique. Donc 300 professionnels formés. Nous avons également mobilisé des crédits pour renforcer la formation dans les CAMS et dans les CMPP. Et puis, j'appelle votre attention sur le lancement du programme Start ND qui date du mois dernier, qui est un projet porté également par le CREAI, qui permet de créer des communautés de pratique et de mettre en place des formations par des pairs formateurs au plus près des territoires. L'idée étant non seulement de former bien sûr, de mettre à jour les connaissances en matière de troubles du neurodéveloppement, mais aussi de décloisonner les savoirs et de créer des communautés d'équipes sur les territoires au plus proche des bassins de vie des personnes. Et puis, deuxième axe, le travail collectif autour des réponses à proposer aux personnes en fonction de leurs besoins,
avec bien sûr la mise en œuvre de la démarche réponse accompagnée pour tous qui potentialise l'ensemble de cette transformation de l'offre. Et puis, et cela répond peut-être à quelque chose que je voyais dans le chat, l'enjeu majeur des communautés 360. Vous savez que nous avons mis en place en sortie de premier confinement en 2020 des communautés 360 sous format Covid en urgence qui devaient apporter des réponses immédiates. Et l'un des enjeux du premier semestre 2022, eh bien, à la suite de la parution du cahier des charges de ces communautés, de transformer l'essai là encore et de mettre en place des communautés 360 conformes à ce nouveau cahier des charges, communautés 360 qui sont véritablement un point d'aboutissement du travail collectif, de l'incarnation de la responsabilité populationnelle et de la coordination des acteurs sur ces réponses modulables et inclusives. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure quand même. C'est important de dire que voilà, nous avons, je vous ai présenté la manière dont l'action de l'ARS soutient cette transformation de l'offre, mais finalement, beaucoup de choses se font dans les établissements. On sait que le secteur est un secteur d'innovation et que finalement les politiques publiques accompagnent aussi des mouvements qui sont portés par les gestionnaires, par les acteurs, par les personnes, par les aidants. Et donc vous dire que plus de 2000 solutions finalement depuis 2016 sont issues de vos actions, soit parce que certains moyens propres étaient présents dans les structures et que vous les avez orientés vers ces solutions nouvelles, soit parce que à moyen constant, vous avez porté des projets de transformation de l'offre ou de requalification de place. Et c'est sur les 2000 solutions, c'est plus de 1900 places qui ont été recréées ou remodulées à moyen constant. Et donc, merci pour votre mobilisation en ce sens.